Je range mon bureau numéro 123, c'est une vidéo un peu particulière. Je suis dans une pièce où j'ai déjà tourné certaines vidéos, notamment des vidéos du projet Pinger, je crois. J'avais tourné une fois, ici une vidéo, ou plusieurs même, de la série Interpares. Donc voilà, c'est déjà arrivé que je tourne ici. C'est dans la chambre d'amis qui se trouve au sous-sol, qui est donc une pièce fraîche. Alors il est 11 h du soir, le 29 juin. Donc je vais sans doute mettre cette vidéo en ligne le 30 juin, peut-être dans la nuit. Il se trouve que je dois veiller un petit peu parce que je dois aller chercher un de mes fils à la gare à presque 1 h 30 du matin. Et donc pour me tenir éveillé, je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups parce que, comme d'habitude, je cours après le temps et j'ai sans arrêt du retard sur tout. Et j'ai beaucoup de retard sur ces vidéos. Et en fait, bon, c'est pas que ça me stresse, mais ce qui est un peu particulier, c'est que je ne dois faire ça pour personne en fait. C'est une sorte d'injonction que je me crée à moi-même. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler plein de fois, donc ça va faire, je sais pas, 8 ans, 9 ans, je sais plus très bien, que j'ai commencé à faire ces vidéos. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de conserver une sorte d'archive, comme ça, improvisée, de toutes les lectures que j'avais faites. Et j'arrive pas en fait à ranger les livres si j'ai pas même rapidement parlé des livres. Alors comme je suis pas très en forme, même un peu fatigué, comme c'est tard, comme c'est la nuit, je vais pas vous le faire en ASMR, mais l'idée c'est vraiment uniquement de lire. Donc je ne sais pas dans quelle mesure les auteurs et les autrices des livres dont je vais lire des extraits apprécieront le fait que je vais seulement faire des lectures et je ne vais pas vraiment parler des livres. Mais c'est comme ça, dans mon état là, voilà, la seule autre alternative, c'est que je ne parle jamais de ces livres-là. Donc je vais en parler, ou plus exactement, je vais les parler, je vais les lire. Mais il faut savoir que ces livres sont tous des livres que j'ai trouvés intéressants, ou dont j'ai trouvé que c'était des bons livres, des beaux livres. Donc voilà, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais je ne vais pas essayer de contextualiser à chaque fois. Je dirai peut-être quand même 2-3 phrases parce que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Mais voilà, c'est pour dire ça. Et je commence en fait par 3 essais. Un essai que j'ai lu il y a déjà longtemps, un petit essai publié aux éditions Niette. C'est Te plains pas, c'est pas l'usine de Lily Zalzette et Stélafine, l'exploitation en milieu associatif. Je me rends compte que j'ai pas mis mes lunettes et que le bleu marine sur fond orange, c'est pas terrible. Je pense que vous ne voyez pas non plus très bien. J'ai fait exprès de mettre une lumière un peu feutrée, confidentielle, qui rappelle que c'est la nuit, que c'est une vidéo un peu particulière. Et donc c'est un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai acheté il y a un petit moment déjà et que j'ai lu il y a quelques mois, juste avant d'ailleurs que mon fils aîné commence son premier travail à contrat à durée indéterminée dans une association en fait, et j'avais envie justement de voir un petit peu, puisque c'est l'exploitation en milieu associatif, j'avais envie de voir un peu de quoi ça parlait, et si ça parlait des associations de protection de l'environnement, parce que moi j'ai été très proche de ces milieux-là. Voilà, donc pour plein de raisons familiales, mon père est très investi depuis 45 ans dans le milieu associatif environnemental, et c'est vrai que je suis un petit peu toujours un petit peu partagé sur cette question du fait qu'il y a des salariés, il y a des permanents, comme on dit, des salariés, des gens parfois qui sont sur des contrats précaires, qui travaillent de façon rémunérée, et j'ai toujours le sentiment qu'ils doivent subir quand même une sorte de pression, et donc j'étais intéressé par cette question-là, et je suis en train de faire quelque chose que j'avais dit que je ne ferais pas, qui est de parler des livres, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, les essais, je ne compte pas forcément lire des extraits, donc j'ai le droit d'en parler. Et donc voilà, donc ce livre, je l'ai lu avec intérêt pour la question en général, la méthodologie, savoir un peu ce que le livre faisait ressortir. Et je pense que c'est un livre qu'il faut que toutes les personnes qui sont bénévoles, très investies dans des associations, lisent, afin de quand même prendre bien conscience du fait que, en fait, toutes les questions d'exploitation, de lutte des classes, etc., elles sont souvent mises de côté dans le milieu associatif parce qu'il y a l'idée qu'on se bat pour une cause. Oui, on se bat pour une cause, mais s'il y a des gens qui sont salariés, qui ont des contrats de travail, il faut respecter ces contrats de travail en fait. Et donc il ne faut pas qu'on se retrouve avec des formes aussi parfois même de harcèlement ou de mal-être ou de burn-out liées à de mauvaises conditions de travail dans ces associations. Alors j'étais assez heureusement surpris de voir qu'il n'y avait aucun exemple d'association de protection de la nature ou de l'environnement dedans, mais c'est peut-être parce que c'est pas leur terrain, comme on dit en sociologie. Je sais pas. Voilà, donc c'est Te plains pas, c'est pas l'usine de Lily Zalzette et Stélafine.
un essai que j'ai lu, je crois, en avril, oui, en avril, puisque je l'ai acheté à New York, Ruined by Reading, de Lynn Sharon Schwartz, dont on a pas mal parlé récemment pour d'autres livres, des livres plus récents d'elle. Et c'est un livre qui m'a un peu déçu, parce que j'ai trouvé ça un petit peu superficiel, en fait. Mais bon, voilà. Donc je vais pas lire d'extrait. Je crois qu'à un moment donné, je l'avais mis dans la pile pour il y a 2 ou 3 vidéos. Et j'avais même prévu un extrait à lire, mais je lis pas d'extrait. Mais c'est pas un mauvais livre en fait, hein, c'est pas du tout un mauvais livre. Autre essai que j'ai lu, alors celui-là très récemment, parce que je viens vraiment de l'acheter à la librairie Les Temps Sauvages, Nos Existences Andy de Zig Blanquer, qui est un recueil d'articles, un petit peu qui est une sorte de recueil d'articles qui permet à Zig Blanquer de revenir sur tout son parcours militant, de militant en fait autonomiste. Zig Blanquer est un militant Andy autonomiste. Et en fait, il explique très très bien. Donc, il y a des textes. Alors, il y a les premiers textes qu'il a écrits il y a 20-25 ans, pour des fanzines, pour des blogs, pour des voilà. Et donc, il y a des interviews, tout ça, sur un certain nombre de questions. Et c'est très très salutaire. Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement important parce que ça permet évidemment de re-questionner toutes les questions du validisme, de l'antivalidisme, etc. Mais aussi de vraiment. Moi, je lis quand même assez régulièrement sur ces questions-là, mais je n'avais pas lu de manière aussi cohérente et aussi, comment dire, approfondie des textes qui vraiment permettent de penser jusqu'au bout l'idée que, en fait, il faut simplement que les personnes handy qui ont des existences se voient reconnaître la valeur de leur existence au même niveau que les autres personnes, et donc simplement qu'on leur permette de vivre de manière entièrement autonome, c'est-à-dire sans institutionnalisation, notamment, bien sûr. Donc voilà, c'est un livre qui avait été d'abord publié chez une maison d'édition qui a périclité, je crois, je ne sais jamais comment ça s'appelait, voilà, les éditions Monstrographe de Colin Pierret et Martin Page, et donc là c'est réédité chez Tahin Party en 2024. Donc nous, ça coûte que 9 €. Il faut vraiment se procurer ce livre, lisez ça, il faut vraiment remettre tout ça en perspective. Nos existences Andy de Zig Blanquer. Et ça n'est pas un essai, je crois que j'ai dû finir avec les essais, je vais faire une sorte de fading parce qu'il y a un texte qui est un texte un peu de non-fiction qui est un essai et autre chose qu'un essai. Et là, je vais juste parler rapidement je ne vais pas en parler d'ailleurs, d'un livre que malheureusement j'ai abandonné au bout d'une 30aine de pages, et ça a été un grand succès il y a quelques années, Sing Unburied Sing de Jasmine Ward, qui doit dater de 2018 et qui a récolté pas mal de prix, qui est déjà une sorte de classique, et qui est sur pas mal de bibliographie. Voilà, de littérature américaine contemporaine, soi-disant des marges. Et moi j'ai trouvé l'écriture extrêmement contenue. Moi j'ai trouvé ça quasiment impossible à lire parce que sur toutes les questions d'identité marginale, d'identité adolescente, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment l'écriture. Les situations ne sont pas des situations clichés, mais l'écriture utilise en fait énormément de clichés, de rhétorique en fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment très pesant. Donc voilà, au bout de 40 pages, j'ai arrêté. Donc je suis désolé. En plus, je suis d'autant plus désolé que ça m'a été offert, par quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est comme ça, on n'est pas dans les livres. Donc voilà, Sing and Buried Sing de Jasmine Ward, que j'ai. Alors peut-être que c'est moi aussi qui n'étais pas dans un bon moment, et que peut-être qu'une autre fois, j'ai déjà eu l'occasion de dire ça un certain nombre de fois, quand parfois ça arrive, peut-être à 6 mois près ou 2 ans près, j'aurais pu rentrer beaucoup plus facilement dans ce livre et je n'en aurais pas parlé du tout de la même manière, mais là je ne peux pas en parler puisque je ne l'ai pas fini, je l'ai même à peine commencé. Et je vous disais que j'allais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a déjà quelques temps, que je n'avais jamais lu en anglais, du coup je suis allé regarder l'anglais aussi. C'est un texte qui s'appelle Lose Your Mother de Saidiya Hartman, dont on parle pas mal. Alors le texte Lose Your Mother, je ne sais plus de quand il date, je vous montre le livre. Alors c'est bien parce qu'en fait vous ne voyez rien du tout avec mon truc là. Est-ce que si je fais ça... Non, c'est pas tellement mieux en fait mon histoire. Bon, c'est pas. Bah écoutez, c'est une vidéo
où je vais faire des lectures, où je bâcle un peu, c'est une vidéo où vous ne voyez pas les couvertures. Bon bah c'est comme ça. Faut que je mette la lumière comme ça, peut-être, je sais pas. Si je mets la lumière comme ça, c'est peut-être mieux. C'est mieux. Ah oui, c'est un peu mieux, je pense. Donc, À perte de mer de Saidiya Hartmann, sur les routes atlantiques de l'esclavage, c'est donc la traduction française de Lose Your Mother, Lose L-O-S-E, et ça a été traduit à perte de mer, et c'est une très très belle traduction de ma collègue Maboula Soumaoro, que je ne présente plus, je pense, ou que je n'ai pas besoin de présenter, j'en ai déjà parlé quelques fois. Et c'était un livre vraiment extrêmement important. Maboula Soumaoro dit très souvent que on lui avait conseillé de lire ce livre quand elle est allée aux États-Unis et que ça a été un véritable choc. Ça a rebattu toutes les cartes pour elle, ce que je veux bien comprendre. C'est un livre vraiment fondamental. Alors du coup, je l'ai lu en traduction et je suis juste allé regarder un peu le texte anglais par-ci par-là. Mais la traduction est très très belle. C'est un livre, vraiment, c'est un pavé. Ça fait pas loin de 400 pages en comptant les notes. Et là, dans cette édition française, il y a une postface un petit peu, puis il y a une préface aussi, je ne sais pas si ça s'appelle préface ou avant-propos, de Maboula Soumaoro elle-même. Et donc, c'est vraiment un livre très important sur les routes atlantiques de l'esclavage. Alors là, je vais vous faire entendre un peu la traduction de Maboula Soumaoro. La forme voûtée du plafond et l'aspect tubulaire des cellules communicantes faisaient penser au gros intestin. Tandis que je marchais d'un bout à l'autre de l'esclaverie, je me sentais effectivement comme ingéré par le fort, comme si je progressais lentement sur la route des entrailles du pouvoir. Le ventre de la bête ne renvoyait plus à une figure de style, c'était une description précise du lieu. Qu'est-ce qui, dans le fait de manger, a pu saisir avec tant de justesse la dynamique du pouvoir ? La voracité des classes dirigeantes était légendaire. Comme on disait au Ghana, seuls les gens importants s'emplissent la panse. Les riches mangent à leur faim, mais le petit peuple manque de tout. Voir n'est pas manger. La pauvre est locataire du monde, non propriétaire. Lorsque l'esclave mange du mouton, Yel a mal au ventre. Dans la vie, les choses raffinées sont réservées aux puissants, puissantes. Si une personne refuse de manger, l'estomac d'une autre sera rempli. Le malheur des uns des unes fait le bonheur des autres. L'ingestion illustre de manière claire les rapports entre les riches et les pauvres, les dominantes et les dominés eux, les parasites et les hôtes-hôtesses. D'après Elias Canetti, tout ce qui est mangé constitue la nourriture du pouvoir. Personne ne savait mieux cela que les esclaves, et elles décrivaient systématiquement leurs ravisseurs comme des cannibales, des mangeurs de chair fraîche, des rôtisseurs d'êtres humains qu'incarnait la dynamique de pillage et de dépossession, à la différence de l'euphémisme commerce qui donnait l'image d'une débâcle consensuelle et au cours de laquelle le sang n'avait pas coulé. Parmi les personnes qui ont été mises en esclavage, aucune n'a jamais accepté de parapher le contrat qui les a fait atterrir ici. L'anthropophagie, le fait de manger de la chair humaine, décrivait avec justesse la façon dont la traite des esclaves en tant que système s'était repue. La bouche était un organe de pouvoir, en guerre les unes contre les autres, les nations africaines juraient de manger l'autre, c'est-à-dire qu'elles s'empareraient de toutes leurs ennemis, les vendraient comme esclaves et jouiraient pleinement des choses qu'elles auraient obtenues en échange. Cela dit, les hommes blancs étaient les cannibales, desquels la crainte était la plus grande. Des histoires d'orgies de sang, d'hommes cuits dans une marmite bouillante se répandaient de la côte à l'arrière-pays. À la vue d'un navire négrier et de son équipage européen, Olaudah Equiano fut persuadé qu'il avait pénétré dans le monde des mauvais esprits. Le sort auquel j'étais destiné ne me faisait plus aucun doute. Totalement submergé par des sentiments d'horreur et d'angoisse, je tombai inanimé sur le pont et perdis connaissance. Lorsque j'eus quelque peu repris mes esprits, je trouvai plusieurs noirs rassemblés autour de moi. Je leur demandai si nous n'allions pas être mangés par ces hommes blancs dont l'apparence était terrifiante avec leurs visages rouges et leurs cheveux longs. La première fois que Otobakuguano fit la rencontre des hommes blancs de la côte, il fut lui aussi persuadé qu'ils avaient l'intention de le dévorer. Je vis plusieurs blancs, ce qui provoqua chez moi l'effroi d'être mangé. Du temps où il vivait dans la ville d'Ajumako, il avait entendu les histoires de Bunsam, le diable, qui se délectait de chair humaine et dont la demeure se situait en bord de mer. Je
Je vous ai lu un extrait, page 185 à 187, à perte de mer sur les routes atlantiques de l'esclavage de Saidiya Hartman, traduction Mamoula Soumaoro, et je n'ai pas dit que c'est aux éditions Brooke, et c'est sorti en 2023. Je l'ai acheté quand il est sorti, je l'ai lu un peu après. Alors, juste pour une petite touche personnelle par rapport à ça, par rapport à mon rapport à ce livre, c'est que cette traduction de ma collègue Mamoula Soumaoro, elle est parue au moment où j'étais en plein dans la traduction du livre de Howard French, Born in Blackness, qui traite aussi beaucoup des questions liées à l'esclavage, mais qui commence avant et qui se termine après, en quelque sorte, qui brosse un portrait du 14e au 20e siècle. Mais et donc évidemment, lire le livre de Saidiya Hartman était très important pour moi. Howard French ne parle pas du tout de Saidiya Hartman, me semble-t-il. C'est quand même un peu un angle mort. Je pense que c'est une lecture qui est un peu complémentaire. Enfin, je pense que ce sont des livres qu'il faut lire tous les deux. Il faut lire bien sûr bien d'autres livres sur cette question à perte de mer de Saidiya Hartman. Je continue avec des lectures, et là je vais seulement lire des lectures de livres que j'ai aimés, donc voilà, donc je le dis, que j'ai aimé, et d'autrices dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs. Le tout dernier livre de Palomina Hermine Hidalgo, que je suis depuis les débuts, et d'ailleurs depuis la première publication de son premier livre sous un pseudonyme, Calonis Herminia. Et donc là, c'est son 4e livre, je crois. Et c'est, alors je ne sais plus si c'est présenté comme un poème, donc Féerie ma perte, aux éditions de Corlevour, comme le précédent d'ailleurs. C'est un poème, mais c'est un poème qui brosse un tableau, et un tableau un peu complexe et kaléidoscopique d'une série en fait d'agressions, d'un théâtre d'agressions. Et en fait, comment dire, je ne sais pas du tout pourquoi ça arrête de mettre au point au moment où... Allô ? Voilà, on va y arriver. Oui, ça c'était un peu pénible. Bon, j'ai le retour et c'était flou. Je ne sais pas pourquoi. Donc oui, Paloma Hermine Hidalgo, Féerie ma perte. Et donc je disais oui, c'est une sorte de portrait kaléidoscopique. En fait, elle continue de creuser le même matériau de ses précédents livres, en fait. Le matériau Maman, qui je crois est le précédent, et Christina, et puis le Rien, le ciel peut-être. Mais c'est vraiment... comment dire, Christina, matériau Maman, tournée autour de cette question de l'inceste, de l'agression en fait pédocriminelle au sein d'une famille, etc., d'un rapport extrêmement pervers entre une fille et sa mère, mais sous évidemment l'emprise de l'adulte. Et là, elle en parle d'une manière qui reste toujours aussi éprouvante, lyrique, théâtralisée, et donc extrêmement malaisante en un sens. Ça, c'est vraiment la force de ces textes, c'est qu'ils sont nourris de toute l'ambivalence du fait que l'enfant n'est pas consciente d'être dans un jeu de victime, en fait, n'est pas consciente d'être une proie, en fait, et donc ce qui veut dire que, notamment, la figure de la mère n'est pas non plus explicitement désignée, ou n'était pas toujours explicitement désignée, comme une figure, évidemment, de prédatrice. Et donc elle continue à travailler sur ce matériau d'ambivalence, mais ici, avec quand même quelque chose d'un peu plus fort encore, d'un peu plus approfondi, dans la mise au jour, l'exposition, je crois qu'en anglais on pourrait dire exposure, c'est-à-dire c'est le fait de dénoncer quand même, c'est-à-dire que la dénonciation n'est vraiment plus très loin, elle est là de manière beaucoup plus claire. Et donc ce sont des lectures qui secouent quand même pas mal. Et j'avais dit que je ne faisais que lire, et je crois que j'ai parlé pendant 2 minutes du livre, très mal d'ailleurs. Je le fais entendre. Vous, mes sœurs, qui de toute mémoire et antiquité aviez gardé déférence à maman, quel tard vous pousse maintenant, alliance brisée, tendresse foulée aux pieds, à défier sa fille? Votre ferveur avait tant empli le ciel qu'il n'y avait guère de pantin qui n'ait brûlé d'y entrer. Mais, ô, vos séditions, couillonnes, ces outrages resteront-ils cachés aux esprits éternels,
Où est la foi? Où est la loi? Pensez. Toutes choses serettes viendront devant votre jugement. Oh, si les astres, la fortune l'avaient décidé, et si vos joies au Castellet devaient prendre fin, fallait-il que ce fût en tuant Sainte Pupa, l'icône par laquelle vous jouissiez? La chose est tellement odieuse au sens commun qu'à peine peut-elle être conçue par l'entendement des femmes. Belle, j'ai satisfait vos chairs. Si maman et moi nous avions fait quelque tort à vos grâces, si nous avions blessé votre nom et votre honneur où j'en tremble, si l'esprit calomniateur tentant de vous enjoindre au crime avait par des allusions traîtresses mis dans vos caboches que nous avions fait une chose indigne de notre amour, vous deviez vous enquérir de la vérité, puis nous en blâmer, et nous aurions comblé vos désirs. Féerie ma perte de Paloma Hermina Hidalgo. Ça vient de sortir. Et c'est sorti il y a 3 mois, je crois, 2 ou 3 mois, j'en avais un petit peu parlé. Juice Casagante de mon amie et ancienne collègue à l'université de Tours et collègue traductrice. Et elle est traductrice indépendante à plein temps en quelque sorte, et elle traduit extrêmement bien. Je vous ai déjà notamment parlé de cette traduction récemment là, de Virginia Woolf, mais j'avais chroniqué bien d'autres traductions de Fanny Quément. Et là, c'est son premier livre de création sous son nom, alors un texte totalement inclassable, un peu barré, une sorte de comment dire, de collage un petit peu aussi de texte autour d'une concerie, une confrérie, mais non, une concerie de figures autour, de figures très militantes, très marginales, autour d'une Juice Casagante qui donne donc son nom, qui donne son titre au livre. Alors je vais vous lire une des feuilles, une des bribes en quelque sorte du chapitre 2. C'est le document 5, compte rendu d'un conciliabule tenu en urgence aux abords de la forêt. Les gravelots feront disparaître les cadavres. Les bécasses empêcheront toute erreur. Nés aveugles et nus, 3 corvidés déclencheront des troubles sociaux extrêmement sérieux. Le lagopède à 2 sabots ne compromet en rien les abroutissements. Les chippeaux se perchent aux empaumures. Il faut réapprovisionner les souilles en musiciennes essentiellement nocturnes et frôler la zone alaire blanche des Arles. La mauvice, presque informe, risque d'exploser. Un andouillé de massacre suggère l'existence de peines accessoires. Alors du fait que c'est une poésie, que ici c'est une langue et une poésie, parce qu'en fait il y a vraiment ça se présente presque sur la fin comme une poésie avec même une sorte d'utilisation des strophes et des rythmes qui est même très proche d'une poésie comme celle de Guillevic par exemple. C'est cette poésie qui raconte les oiseaux et qui essaie de saisir ces figurations d'oiseaux, fait penser à plein d'autres bird poems, bird poetry. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé, en fait, là, en le reparcourant, parce que je l'avais lu à sa sortie, je l'ai reparcouru 2 mois après, là, récemment, c'est qu'en fait, c'est l'auteur ou l'écriture à laquelle ça me fait le plus penser, finalement, c'est Eugène Savitskaya. Et voilà, c'était donc, voilà. Donc, je pense que c'est un tirage relativement limité, donc précipitez-vous à Juice Casagante de Fanny Quément chez Quartet, je ne l'ai pas dit, dans une nouvelle collection qui s'appelle Prose libre. Et quelqu'un d'autre dont je vous ai parlé, la dernière prix Nobel Anne Kang, dont vient de paraître un recueil de poèmes. J'étais un peu sceptique au départ parce que j'ai beaucoup aimé les romans d'elle que j'ai lus, et je ne savais pas trop ce que ça allait donner comme en poésie. Alors c'est Soir rangé dans mon tiroir, traduit du coréen par Choi Mi-kyung et Jean-Noël Juté, et je vais simplement vous lire, là encore, des poèmes. Parce que s'il fallait expliquer un peu les lignes de tension et les points communs, ou les échos d'un poème à l'autre et d'une partie à l'autre, il faudrait vraiment, pour le coup, que je n'improvise pas. À Io, hiver 2002. Et si la mer venait jusqu'à moi, s'est demandé l'enfant, apeuré. Elle déferlait de loin, de très loin, elle déferlait. L'enfant pensait qu'elle continuerait de monter jusqu'à nous. La mer n'est pas venue jusqu'à toi, mais en déferlant, elle te semblait montrer sans fin
Elle te semblait monter sans fin, pardon. Tu t'es abrité derrière mes jambes comme si moi je pouvais te protéger de toute chose, même de la mer. Lorsque tu tousses à t'étouffer, quand tu rends tout ce que tu as mangé, tu appelles maman. Maman en sanglotant, comme si moi j'avais le pouvoir de te protéger des dangers. Bientôt, hélas, tu te rendras compte que tout ce que je peux faire, c'est me souvenir de cette houle géante, du temps qui passe, de ce qui croit. Et face à ce qui disparaît et à ce qui naît, me souvenir que nous étions ensemble. Il s'agit seulement de garder inscrit dans mon corps depuis toujours un corps de sable, ces moments qui sont des perles irisées, cette intimité d'un temps ensemble étreint. Ne t'en fais pas, la mer n'est pas encore venue au point de nous emporter. Nous resterons tous deux ensemble à ramasser d'autres cailloux blancs, d'autres coquillages, à sécher nos chaussures mouillées par les vagues, à secouer le sable rugueux, puis de temps en temps effondrer, à essuyer nos larmes de nos doigts sales. C'est un poème intitulé Aïyo, hiver 2002. C'est dans la 3e partie, Les feuilles au soir, de ce recueil qui vient de paraître, traduit du coréen par Choi Mi-kyung, prononciation non garantie, et Jean-Noël Juté chez Grasset. Voilà pour une première salve de lecture un peu à l'emporte-pièce, un peu bâclée, mais voilà, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est ça ou rien. Allez, bonne nuit.